Bien, bonjour tout le monde. Je suis ravie d'être avec vous cet après-midi. Alors effectivement, donc, mon sujet, c'est l'intelligence artificielle et la pratique Ouais, il ne faut pas que je touche l'ordinateur parce que je crois que c'est sensible. Bien, donc voilà, donc, je m'intéresse à l'intelligence artificielle dans la pratique en fait d'un artefact utilisé par les chefs d'établissement. En France, le chef d'établissement est en général un ancien enseignant qui passe un concours et qui exerce donc la fonction de chef d'établissement à temps complet. Donc statutairement, il est représentant de l'État dans son établissement. Autrement dit, il est responsable sur le plan administratif, judiciaire, financier, pénal. Voilà. Donc, il peut, selon la taille de l'établissement, être accompagné dans ses missions d'un adjoint, mais ce n'est pas toujours le cas. Et l'une des premières missions, lorsqu'on passe le concours, que l'on se voit attribuer, c'est l'organisation du temps scolaire, autrement dit l'emploi du temps. C'est une tâche qui, pour en fait des personnels de direction débutants, est une tâche extrêmement stressante. Alors, il ne veut vraiment pas. Donc voici le plan de mon intervention. Alors, comme je vous le disais, donc, je m'intéresse aux chefs d'établissement donc, en France, dans les collèges et dans les lycées, puisque ce type d'organisation de temps scolaire n'existe pas dans le premier degré. Et je me suis demandé, en fait, lorsque le chef d'établissement conçoit l'emploi du temps pour organiser le temps scolaire, quelle relation il entretient avec son logiciel. Donc, autrement dit, que fait-il ? Est-ce qu'il fait confiance au logiciel pour organiser le temps scolaire ? Ou est-ce qu'il prend du recul en se disant « moi je reste maître à bord » ? Ou est-ce une autre voie ? Alors, bien évidemment, il y a beaucoup de définitions, il y a des techniques, il y a des technologies. Je me suis intéressée donc à son enjeu de l'adoption par le chef d'établissement. Et bien évidemment, pour en arriver en fait à l'adoption de l'IA par le chef d'établissement, j'ai eu une méthode, en fait, je suis descendue par les politiques publiques, puisque le chef d'établissement applique les politiques publiques, il ne les décide pas. Il peut être évalué, par contre, sur son application des politiques publiques. Et on a vu que c'était un métier, en fait, qui se complexifie avec le temps, avec les réformes, notamment la réforme du bac, où on est passé, on va dire, de un enseignant, une classe, une salle, à une multitude de modalités pédagogiques. Et il a fallu revoir la façon de travailler, la façon de revoir les emplois du temps. Donc, l'emploi du temps, qu'est-ce que c'est ? C'est des contraintes d'espace et de temps. Ce sont des contraintes réglementaires, ce sont des contraintes pédagogiques, ce sont des contraintes humaines, puisque par définition, un enseignant, on ne peut pas le cloner, donc il ne peut pas être 2 fois au même endroit au même instant. Et puis, ce sont des classes qui parfois deviennent des groupes, des demi-groupes, des sous-groupes. Ce qu'il faut, c'est qu'avec toutes ces contraintes, en résultat, donc j'ai mes entrées, en sortie, je dois obligatoirement avoir des emplois du temps qui sont prêts à la rentrée. Et ça, c'est vraiment une obligation de résultat. Il faut que ces emplois du temps soient consensuels, c'est-à-dire qu'ils vont quand même rythmer la vie de l'établissement pendant 9-10 mois, de l'ensemble des personnes qui sont dans l'établissement, aussi bien les enseignants, les personnels administratifs que les élèves. Et puis ça a un impact aussi sur la vie des parents. Et puis il faut aussi que nos emplois du temps soient pédagogiques. À titre d'exemple, le cours de mathématiques le vendredi à 17h, c'est peut-être à éviter. Pour ça, entre mes contraintes et mes résultats, j'ai un chef d'établissement et il a un logiciel d'aide à l'organisation du temps scolaire. Alors, pour imaginer un petit peu, voilà, parce que je ne savais pas en fait si vous vous représentiez ce que c'était les emplois du temps sur la façon dont nous les concevons. Donc voici un exemple d'un emploi du temps d'une classe de 6e.
voici un exemple d'emploi du temps d'un professeur. Alors, les cases en gris, en fait, ce sont justement ce que je disais tout à l'heure, des demi-groupes d'élèves avec des enseignants dans plusieurs salles. Ce que nous, on appelle dans notre jargon des alignements. Voilà. Et puis, voilà ce que voit le chef d'établissement, lui, quand il prépare en fait l'organisation du temps scolaire. Parce que souvent, l'enseignant, à la rentrée, il voit son emploi du temps, l'élève et les parents voient un seul emploi du temps, le chef d'établissement voit tout le reste, et donc voilà une vue en fait de l'outil côté chef d'établissement qui est utilisé. Alors comme je le disais, j'ai une démarche un peu descendante. Je suis partie des rapports de l'UNESCO où en fait on nous dit que l'IA en éducation c'est très très important. J'ai analysé la stratégie de la France en matière de recours à l'intelligence artificielle. Et je me suis bien évidemment pliée à l'exercice de la revue de littérature. Et je me suis aperçue que personne véritablement ne s'était intéressé à cette thématique en fait, de l'adoption d'un outil d'intelligence artificielle par le chef d'établissement pour organiser le temps scolaire. D'où ma recherche exploratoire. Donc, l'IA, c'est un outil d'aide à la décision dans le cadre de la réalisation des emplois du temps, mais comment, en fait, quelle relation j'entretiens entre ce chef d'établissement et l'artefact et quels impacts ça peut avoir, notamment sur sa pratique métier. Donc, mes hypothèses, c'est peut-on mesurer un degré de collaboration? Et si oui, est-ce que l'emploi du temps devient de la gestion de flux versus une conception pédagogique? Donc là, j'ai à cœur que Madame Martin soit bien dans sa salle préférée au sud le lundi matin à 9h. Ou est-ce autre chose? Et puisqu'en fait ce logiciel embarque de l'intelligence artificielle, faut-il aussi prévoir une gouvernance pour cette utilisation, cette relation? Donc, mon cadre théorique s'appuie donc sur l'approche instrumentale, l'artefact et l'acceptation technologique. Le logiciel que les chefs d'établissement utilisent, en fait, est développé par un éditeur privé. Il existe sur le marché en France 3 logiciels, et celui dont je vous parle est utilisé par 80% des chefs d'établissement. Pour analyser en fait le degré de collaboration, j'ai pris le manuel d'emploi du temps et j'ai découpé en fait à l'aide du TMTA chaque étape pour savoir en fait ce que chacun fait. Quels étaient les enchaînements? Et ensuite, j'ai attribué une valeur 0 ou 1 lorsqu'il y a une étape de rétroaction entre le logiciel et l'humain. C'est-à-dire que quand vous rentrez les données, bon, il faut les rentrer. De toute façon, là, il n'y a pas de rétroaction. Par contre, quand on va commencer à rentrer dans du calcul, à un moment donné, l'algorithme produit un résultat. Ce résultat, en fait, comment je me l'accapare? Est-ce que je considère qu'il me convient? Ou est-ce que ce résultat ne me convient pas et je demande à la machine de recalculer? Voilà. Alors, au départ, je suis partie sur des entretiens semi-directifs sur un panel de personnel de direction pour tester en fait ma grille. Donc voilà ce que je disais. En fait, j'ai pris une étape que j'ai codifiée et ensuite j'ai attribué une valeur de rétroaction. Elle est 1 ou 0. Alors, après, les observations, effectivement, ce sont des étapes très techniques. Ce qui est important de voir, en fait, c'est que soit j'ai une rétroaction de valeur 1, soit j'ai une rétroaction de valeur 0. Voilà. Puis, après m'être entretenu donc, avec des chefs d'établissement, j'ai décidé de lancer un questionnaire à l'ensemble des personnels de direction en France. Donc, alors, sur un peu plus de 7500 questionnaires. Alors, tous ne sont pas délivrés parce que, comme ce sont des adresses académiques, bon, des fois, ça passe pas le pare-feu de certaines académies. Bon, voilà. J'ai 909 personnes de direction qui y ont répondu et j'ai 751 qui ont abandonné en cours. Alors, souvent, en fait, ils m'ont mis un message en me disant « Oui, mais non, parce que de toute façon, moi, la méthode, je ne l'applique pas. » Donc voilà souvent en fait pourquoi ils ont abandonné.
Donc, c'était déjà un résultat intéressant dans le sens où les chefs d'établissement ont un peu pour mot d'ordre entre eux de ne pas répondre aux enquêtes. Donc, j'ai pris le pari de me dire que si je me présentais en tant que doctorante et aussi personnel de direction, peut-être que je pourrais les attendrir et qu'ils répondraient à mon questionnaire. Donc ça a marché, au moins dans une certaine proportion. Alors, qui sont mes répondants ? Eh bien, 57% de mes répondants sont des répondantes. Elle a un âge moyen de 51 ans. Donc, elle exerce la fonction donc, de chef d'établissement ou d'adjoint en collège. C'est-à-dire que mes répondants sont majoritairement des gens de collège plutôt que des proviseurs de lycée. Ils ont une ancienneté dans le corps, donc, puisque je vous disais que c'était un concours, de 9 ans. Donc une certaine expérience professionnelle. Et une ancienneté sur poste de 3 ans, 3 ans et demi, ce qui est en fait le minimum d'ancienneté. En France, quand on occupe ce type de poste, on peut l'occuper minimum 3 ans, maximum 9 ans. Donc c'est pour ça que moi, c'était important de voir en fait l'ancienneté sur poste. Ils me disent qu'en fait, ils réalisent l'emploi du temps entre 10 et 20 jours. Alors, je n'ai pas précisé sur la diapo, mais c'est 10 et 20 jours pendant les congés d'été. Donc, on voit bien que ça a un impact en fait, sur leur travail, sur leur temps disponible. Et puis, 93 d'entre eux me déclarent en fait, que cette tâche est complexe. Mais 75% autodéclarent avoir une maîtrise confirmée, voire experte du logiciel. Autrement dit, ils sont d'accord pour dire que c'est compliqué, mais ils ont le sentiment, eux, d'exploiter, de maîtriser en fait leur logiciel. Néanmoins, quand en fait j'applique mes valeurs 1 et 0 que je vous montrais tout à l'heure, je m'aperçois que sur cette acceptation de la technologie, si en fait j'étais expert et en toute confiance avec mon algorithme, en fait, ils devraient tous être ici, à 1. Or, là, j'arrive à peine à la moitié. Et donc, j'ai une forte représentation qui se situe entre 3 et 4 en termes d'acceptation. Voilà. Et puis donc, alors ce sont des résultats partiels. Je n'ai pas fini en fait d'analyser bien sûr tous ces retours. L'idée, c'est de continuer à m'interroger sur pourquoi, en fait, bien qu'ils pensent maîtriser le logiciel, ils ne s'en servent pas pour ce qu'il est. Voilà. Merci. Merci. Je me demandais pour la suite de l'étude et des analyses, est-ce que vous comptez ajouter une partie qualitative et peut-être l'observation de la manière vraiment dont vous analysez en situation finalement pour ceux qui l'utilisent, si vous continuez de s'explorer pourquoi il y en a d'autres qui ne l'utilisent pas? Oui, en fait, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi ils ne l'utilisent pas. Le non-usage, oui. Pourquoi, en fait, ils ne font pas confiance alors qu'on pourrait penser que ça leur simplifierait la tâche. Quand on voit qu'ils mettent 10 à 20 jours au mois de juillet, peut-être qu'une meilleure maîtrise de l'outil permettrait de réduire en fait ce temps. Et donc oui, ce qui m'intéresse, c'est vraiment pourquoi. Qui a développé le logiciel? Est-ce que ça s'est fait en concertation avec les personnes visées? Et puis ensuite, est-ce qu'il y a une formation à ça ou est-ce que c'est juste mise à disponibilité? Alors en fait, le logiciel a été développé depuis... c'est un logiciel qui a maintenant presque 30 ans. Donc il évolue tous les ans, il se perfectionne tous les ans. Ils ont un panel de chefs d'établissement, je dirais bêta-testeurs pour les nouvelles versions, parce qu'il y a des nouvelles versions qui sortent tous les ans. Par contre, effectivement, et ça c'est un point qui m'intéresse particulièrement, c'est la formation. C'est-à-dire que la première année, lorsqu'on est donc personnel de direction stagiaire,
on est formé à l'exercice du logiciel d'emploi du temps. Et puis après, c'est fini. Et c'est aussi de la formation entre pairs. Donc, à un moment donné, en fait, on transmet, enfin moi-même, j'ai été formatrice sur ce logiciel, on transmet notre savoir-faire du logiciel. Et c'est notre pratique qu'on transmet. Et comme le logiciel, lui, c'est un produit commercial, donc c'est forcément, il y a des mises à jour tous les ans, et puis tous les ans, on a un manuel des mises à jour qui fait 200-300 pages. La question aussi que je me suis posée, c'est mais à quel moment, en fait, je réactualise mes connaissances? Puisqu'après tout, je sais l'utiliser. On parlait d'Excel ce matin. Oui, est-ce qu'à un moment donné, je continue d'utiliser cet outil comme je le faisais il y a 10 ans, ou est-ce que je continue à rester à la page? Ça, c'est vraiment des questions aussi que je continue de me poser. Merci. Merci beaucoup. Merci.